Je suis Luc Estebanez, je suis chercheur au laboratoire traitement sensorimoteur et plasticité à l'Institut Neuropsy, qui est l'Institut de neurosciences de Paris-Saclay avec le CNRS. Neuralink, c'est une société américaine qui a été fondée par en fait un consortium de chercheurs, d'investisseurs, et donc notamment la figure de proue, Elon Musk. Cette entreprise s'est investie dans le développement d'interfaces cerveau-machine invasives avec pour but de créer vraiment un interfaçage générique qui pourrait être exploité pour le contrôle de robots, pour le contrôle de dispositifs numériques. Ce qui a créé un émoi autour de cette entreprise, c'est que c'était pour la première fois une entreprise qui investissait massivement, puisque là, ils ont visiblement, ils avaient levé en 2019 l'équivalent de, je crois que c'est 200 millions d'euros, dans une industrialisation des interfaces à machines invasives. À toutes les étapes, à la fois dans la conception d'électrodes qui peuvent être implantées, dans la conception d'un dispositif pour implanter les électrodes, et puis aussi dans la conception des systèmes électroniques pour la lecture des signaux issus des électrodes, etc. Ils ont développé leur propre dispositif vraiment avec une visée industrielle, une visée de reproductibilité, de robustesse, et cetera. Et donc voilà, je crois que je résume assez bien ce que fait cette société parce qu'on a mis beaucoup de fantasmes autour de cette société, notamment parce que Elon Musk fait monter un petit peu la sauce autour de ce qui est fait et donne beaucoup à rêver. Mais ce que fait cette société, c'est essentiellement utiliser des technologies qui sont déjà maîtrisées dans la communauté scientifique. Au laboratoire, nous, on utilise des technologies extrêmement proches, excessivement proches, je dirais même, et les industrialiser un petit peu, les rendre plus robustes, plus reproductibles, améliorer la stabilité des implants dans le temps, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pas du tout négligeable, mais par exemple Elon Musk, il a fait des présentations, ces fameuses présentations où ils ont implanté des cochons par exemple et on montre l'activité neuronale des cochons qu'ils ont implantés, ce type de choses. Mais en fait, ils ont fait aucun progrès significatif dans l'exploitation de l'activité pour résoudre des tâches, pour obtenir des actions à partir de cette activité. Et ça, c'est vraiment le sujet principal des interfaces serveur-machine, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Je pense que une partie du problème tient au fait que Elon Musk lui-même n'a pas du tout une culture de neurosciences et ne comprend pas à quel point l'enjeu est là, quoi. Il faut garder en tête que sur les aspects, disons, mécaniques de la connexion technologique, de créer des électrodes, il y a des grands progrès qui ont été faits, mais on est encore très loin d'avoir des électrodes, par exemple, pour des interfaces cerveau-machine invasives, qui vont rester très longtemps. Par exemple, avoir des électrodes qui restent plusieurs mois, ça reste déjà quelque chose de très difficile à obtenir. Ça, c'est pour l'aspect matériel, donc on est très loin déjà d'avoir quelque chose qui correspond à ce qu'il nous faudrait pour avoir des belles interfaces cerveau-machine satisfaisantes. Et alors sur la question du codage et de l'encodage et du décodage de l'activité neuronale, c'est quelque chose sur lequel je travaille moi essentiellement, et je dois dire que c'est un sujet où on maîtrise très très peu de choses. Neuralink, la startup de Elon Musk, elle a fait de beaux progrès concernant l'interfaçage, mais du côté du codage, de l'encodage et du décodage de l'activité, ils n'ont fait aucun progrès et ça reste un problème majeur. Et donc ça, il faut vraiment garder ça en tête. Et quand on voit des chercheurs qui survendent un peu leurs résultats et qui font rêver sur l'idée on va brancher une prise et que d'un seul coup, on va pouvoir piloter un robot, eh bien, c'est du rêve. Oui, c'est du rêve et ça ne correspond pas à quelque chose qui fonctionne réellement comme ça dans un laboratoire et encore moins dans la vraie vie. Je mène mes recherches sur le concept d'interface cerveau-machine bidirectionnelle. Parce qu'une des faiblesses des interfaces motrices actuelles, c'est qu'elles partaient du principe que pour piloter un bras, il suffit d'envoyer des commandes motrices et puis voilà, et puis c'est tout, et ça suffit à piloter le bras. Mais en fait, il s'avère que dans un bras physiologique, le retour sensoriel, tactile, proprioceptif est tout aussi important que l'envoi des commandes motrices pour réaliser des mouvements. Alors on peut penser à la précision des mouvements, on peut penser aussi au fait que, un bras qui n'est plus innervé, on ne se l'approprie plus, on ne le pense plus comme étant à soi. Et donc les interfaces cerveau-machine que je développe, elles essayent d'explorer la question du retour sensoriel, à la fois pour optimiser les performances en termes de pilotage fin, mais aussi pour optimiser l'appropriation, l'incarnation en quelque sorte de la prothèse, dans le corps du patient. Donc ça, c'est à très long terme puisque moi je travaille chez le rongeur et donc j'essaie d'explorer vraiment des questions fondamentales liées à ça. Tout ça, c'est des travaux que je fais en collaboration avec une sorte de binôme qui est une autre chercheuse, Valérie Gostinguel. Voilà, on fait tout ce travail ensemble. Si on reste centré sur la question des interfaces cerveau-machine et les grandes questions de neurosciences qui sont liées, je pense que la question de la plasticité est vraiment centrale parce qu'il y a un peu 2 écoles dans les interfaces cerveau-machine,
invasive, il y a une école qui considère que on peut essentiellement décoder des représentations déjà présentes. On comprend pas très bien ces représentations, mais que en faisant un bon effort de caractérisation du cerveau, on va finir par trouver les représentations motrices qu'on va pouvoir extraire et donc piloter des effecteurs avec ça. De mon côté et pour une autre partie de la communauté, disons, ben, je pense et on pense en général que que le cerveau est en fait quand même profondément plastique et que quand on lui présente une nouvelle situation qui est l'interface cerveau-machine avec ses contraintes, avec ses latences, avec, tout ce que eh bien tout ça, toutes ces choses qui sont presque des accidents de parcours technologiques, eh bien ils vont avoir un impact majeur sur le cerveau qui va plastiquement essayer de s'adapter eh bien, à ces contraintes pour essayer de tirer parti de la prothèse. On ne parle pas du tout d'un système où on viendrait brancher 2 câbles ensemble et d'un seul coup, voilà, on pourrait, extraire des signaux qui sont bien définis du cerveau et aller piloter comme ça par exemple un bras robotisé. Et donc en fait, le cerveau fabrique son code en fonction au fur et à mesure de ce qui lui est présenté. Il faudrait potentiellement, si c'est vrai, structurer les interfaces cerveau-machine en fonction de ça.